Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre partie de règles et de bataille sur donc notre fascicule numéro 46. On rappelle que cette semaine, eh bien, vous le voyez, c'était la figurine de la branche entresse que nous avons reçue. Donc la branche entresse, sa charte d'unité, elle est assez simple, parce que c'est une redoutable matriarche guerrière des maisonnées de la branche entresse. Les branches entresse guident les leurs à la bataille. À l'issue des combats, elle récolte les lamentiries de ceux qui sont tombés, préservant ainsi les souvenirs et les âmes des Sylvanettes. Donc ce qui est important, c'est de se rappeler des mots-clés, et entre autres, on a 3-4 mots-clés qui vont être importants: l'esprit noble, le héros surtout, et sorcier. Donc notre branche entresse, elle a un mouvement de 7 pouces, elle a une sauvegarde de 5+, une bravoure de 7 et 5 blessures potentielles. Elle a surtout 2 armes de mêlée, en fait. Elle a sa faux et les mandibules claqueuses de son compagnon, de son âpre larve. Son âpre larve qui est, je le rappelle, sur son dos, donc qui est sur le même socle qu'elle. On rappelle aussi donc que la branche entresse est une sorcière. Ça veut dire qu'elle va pouvoir tenter de lancer un sort à votre phase de héros et de dissiper un sort à la phase de héros adverse. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Elle a 2 aptitudes. Ces aptitudes sont assez particulières. Évidemment, on va les revoir tout de suite dans le tutoriel. Mais la première, c'est Furie des forêts. On va ajouter 1 au jet de touche donc, et à ses jets de blessure. Donc jet de touche et jet de blessure. Ça, c'est plutôt intéressant pour toutes les attaques d'armes de mêlée qu'elle va faire lorsqu'elle sera entièrement à 9 pouces d'un élément de terrain luxuriant ou d'un bois sauvage. Donc, un bois sauvage ami, bien sûr, ou un terrain luxuriant ami. Donc ça, on va le voir juste après, on n'a pas encore toutes les règles, mais justement, on verra quand même comment ça se passe. Et puis la deuxième aptitude, qui est presque encore plus balèze, c'est lâcher de fiel follet. En fait, le lâcher de fiel follet, c'est un sort qui a une valeur de lancement de 5, donc c'est plutôt assez facile normalement à avoir, une portée de 9 pouces, et en fait, si elle lance ce sort, elle va jeter autant de dés que le résultat de son jet de lancement. C'est-à-dire que si elle fait 5, elle va lancer 5 dés, si elle fait 12, elle va lancer 12 dés. Ça, c'est plutôt balèze. Si le sort passe, bien sûr, on est bien d'accord là. Et puis, sur chaque lancer de dés, donc elle va refaire après avoir tenté son sort, une fois qu'elle a réussi son sort, donc on va déterminer son nombre de dés, et sur chaque 5+, sur son deuxième lancer de dés, eh bien, elle va pouvoir faire subir des blessures mortelles à une unité qui est à 9 pouces d'elle. Ça, c'est hyper intéressant. Je vous explique. Justement, dans le tutoriel, on l'a, c'est le lâcher de fiel follet, c'est le premier. Donc là, elle fait un jet de lancement de 5. Son sort passe, ça veut dire que il n'a pas été annulé par un sorcier opposé ou quoi que ce soit. Donc son sort passe, elle va donc lancer 5 dés. Elle lance 5 dés, et pour chaque 5+, elle va faire une blessure mortelle. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va lancer donc 5 dés pour chaque unité ennemie à 9 pouces d'elle. C'est-à-dire qu'ici, dans notre exemple, on a 2 unités ennemies. On a, ça ce sont c'est quoi ? Des égorgeurs. Et là, on a donc notre slogoth des marais. La branche entresse fait un 5. Son sort n'est pas contré, jusque-là tout va bien, donc elle va pouvoir lancer 5 dés pour chaque unité qui est entièrement à 9 pouces d'elle. Donc, la première unité, la deuxième unité, elle lance ses 5 premiers dés, elle fait 1 dé qui a une valeur qui est supérieure à 5+, donc elle va faire une blessure mortelle sur cette première unité, elle relance 5 dés pour cette seconde unité, et là elle fait 3 dés qui ont une valeur au-delà des 5+. Au-delà des 5. Ce qui veut dire que là, elle va faire 3 blessures mortelles. Ça peut être magnifique. C'est-à-dire que ce lâcher de fiel follet, imaginons qu'elle se trouve vraiment au milieu d'une bataille assez balèze, au milieu de plusieurs unités, même des personnages unitaires.
C'est ça qui peut être intéressant, c'est qu'on peut avoir des héros un petit peu de partout, là on peut avoir 2, 3, 4 héros qui se trouvent à 9 pouces d'aile, elle lance son sort, elle le réussit, imaginez sur un 12, on peut aller jusqu'à un carnage, ça peut être un carnage complet. Donc ça c'est assez balèze. Deuxième aptitude, c'est la furie des forêts. Donc la furie des forêts, il faut que notre branche enchanteresse se trouve à moins de 9 pouces d'un terrain luxuriant, d'accord ? Et si elle est à moins de 9 pouces, en fait, elle va gagner un plus 1, si vous voulez, elle va gagner plus 1 à tous ses jets de touche et de blessure. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant parce que mine de rien, si elle est proche de ses terrains amis et de ses terrains luxuriants en particulier, eh bien, elle va avoir une aptitude, une capacité de frappe beaucoup plus intéressante en gagnant ce plus 1 à chaque lancer. Alors, il faut savoir que le terrain luxuriant, on n'a pas encore les règles, on les aura dans un numéro ultérieur, mais malgré tout, voilà, ça veut dire qu'il va falloir déjà réfléchir et penser à comment est-ce qu'on va placer notre branche enchanteresse pour qu'elle soit la plus létale possible, évidemment. L'idée, c'est évidemment de la rapprocher, de la mettre la plus proche possible des décors luxuriants et donc lui permettre de pouvoir attaquer le plus facilement possible avec cette aptitude qui est somptueuse, qui peut être somptueuse là aussi. Son aprolarve, je vous l'ai dit, donc comme c'est un compagnon, il est sur le même socle. Bon, ça lui rajoute une attaque, mais techniquement, on va pas plus la considérer que ça. Enfin, sur notre vidéo de règles, on passe au plan de bataille. On est toujours sur donc notre campagne qui s'appelle Reconnaissance. Et là, ce plan de bataille, c'est le numéro 6 qui s'appelle Clairière étrange. Gabla Mangetrog avançait, fixant le sol d'un air renfrogné en essayant de ne pas trébucher sur une autre racine. C'était horrible. Le boss leur avait demandé d'aller dérouiller les foresteux, mais Gabla n'avait fait que marcher pour l'instant. Ses potes grottes grommelaient autour de lui. Mais le boss était malin, il avait organisé la horde pour qu'elle soit la plus efficace possible. Avec les squeaks à l'arrière, Gabla n'osait pas ralentir le pas de peur de se faire mordre ou d'être piétiné. Au bout d'un moment, la troupe s'arrêta. Gabla jeta un coup d'œil au-delà des grottes et vit une lueur vert pâle illuminant une clairière. Des racines et des branches enchevêtrées formaient un tapis entre les arbres. Ce devait être l'objectif du boss, mais alors qu'il observait la trouée, une silhouette en armure dorée apparut derrière un tronc avant de disparaître derrière un autre. Un murmure se répandit. « Les autres sont déjà passés, chopons-les !» Au même moment, Gabla entendit la voix du boss dominer les chuchotements des grottes et les halètements des squeaks. « Allez les gars, brisez leur force !» Brisez-leur la face, pardon. Bon, c'est presque pareil. Pour cette bataille, on est évidemment sur une opposition ordre-destruction. Pour l'ordre, c'est la branche enchanteresse, le chevalier judicator avec son Griffdog, avec ses Griffdog, et puis les gardiens d'Iltari qui vont commencer, qui vont être la base de l'armée de l'ordre, qui ont découvert un bosquet de Grenzam, entretenu par une branche enchanteresse. Une ordre de la destruction encercle la clairière et les défenseurs se préparent à l'assaut. S'ils parviennent à protéger la clairière, ils s'attireront les faveurs de Sylvaneth, et s'ils échouent, ils risquent de s'aliéner la branche enchanteresse et de perdre la possibilité d'explorer la zone pour trouver d'autres alliés potentiels. Donc on a la branche enchanteresse, le chevalier judicator et ses Griffdog, les gardiens d'Iltari, et deux options comme maintenant on en a l'habitude. Première option, 5 Vindictors ou 5 Vigilors. Deuxième option, 6 Griffdog ou 5 Sylves revenants. Pour la destruction, eh bien, c'est une opposition avec le chaman fongoïde, le louve-boss, le slogoth des marais, les 20 archers Lunclan et les 5 fanatiques crabouillères qui ont découvert une clairière Sylvaneth et qui veulent envoler les Grenzam afin de la détruire. Elles savent que le site est entretenu par une branche enchanteresse et qu'un détachement de l'ordre monte la garde. Si la horde infâme la terrasse, elle rasera la trouée et empêchera ses ennemis de gagner de nouveaux alliés. Si elle échoue, ses adversaires gagneront en force et auront une nouvelle source de renfort. Les deux options pour cette liste d'armées de la destruction sont soit 10 éventreurs ou une empaleuse, et l'option numéro 2,
10 égorgeurs ou 3 embrocheurs. Autrement dit, sur les options de la destruction, soit on attaque à distance, soit on attaque en mêlée. C'est à peu près ça. Pardon. Voilà en gros comment se déroule le plan de bataille, bien sûr, avec, on l'a vu, donc le choix de nos armées de différentes options. Le champ de bataille, il va reprendre les 3 tapis. 3 tapis avec, encore une fois, un déploiement qui va se faire, mais cette fois-ci à l'opposé de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'au centre, on va avoir le territoire de l'ordre, sur les 4 carrés du centre, on va dire, et puis sur les 2 côtés extérieurs, le territoire de la destruction. 3 objectifs qui vont être placés, 1 au centre de la table et 2 sur les côtés sur la ligne médiane. Et puis les décors, on va en avoir un petit peu comme d'habitude, on va avoir 6 décors à placer qui ne devront pas être à moins de 3 pouces, soit d'un autre décor, soit d'un objectif, comme d'habitude, j'ai un peu envie de le dire. Le premier tour va se faire avec un jet de priorité, et c'est donc celui qui va gagner le jet de priorité qui déterminera qui prendra le premier tour. Sachant que le déploiement se fait d'abord par l'ordre au centre, puis c'est la destruction qui avisera et qui se placera comme il le souhaite, entièrement dans son territoire, bien sûr. La durée de la partie, on restera sur 5 rounds comme d'habitude. 5 rounds, c'est 2 tours à chaque fois, qui amènent à chaque fois aussi 6 phases dans chaque tour, comme d'habitude. Les points de victoire, on en a l'habitude maintenant, c'est 1 point de victoire si on contrôle un objectif, un autre point de victoire si on contrôle 2 objectifs ou plus, et puis un 3e point de victoire potentiel si on a plus d'objectifs que son adversaire, sachant que les points se déterminent évidemment à la fin de chaque tour. Comme d'habitude, j'ai un peu envie de dire. On a une règle spéciale, là aussi, un petit peu comme d'habitude. Ça fait beaucoup de comme d'habitude, bien sûr, mais c'est pas grave. La règle spéciale, c'est ronces étrangleuses. Alors, autour du bosquet sacré, en fait, des ronces sortent du sol pour enserrer et piéger les imprudents. Et donc, quand on va faire un jet de charge pour une unité d'Éternel de l'Orage ou de Cruel Boys, si le résultat est un double, l'unité est entravée et aucune figurine dans cette unité ne peut faire un mouvement de charge. D'accord ? Donc pour réexpliquer la règle très simplement, si on est un Éternel de l'Orage, donc si on a une unité Éternel de l'Orage ou Cruel Boys, Éternel de l'Orage, je rappelle qu'on va avoir les Griffdog, les Chevaliers Judicators, les Vindictors, les Vigilors, les Griffdog. Voilà. Pour les Cruel Boys, on va avoir le Chaman, on va avoir les Éventreurs, l'Empaleuse, les Embrocheurs. Donc, si on fait une charge avec une de ces unités-là, si on fait un double sur cette charge, eh bien, aucune figurine ne pourra alors charger. Voilà, tout simplement, elles auront été retenues par les ronces étrangleuses. Pour finir cette vidéo, maintenant on en a un petit peu l'habitude, le studio de Warhammer, en fait, donc je le rappelle, font ses parties en amont, bien sûr, pour tester, pour vérifier que tout fonctionne comme il faut, et donc ils nous proposent maintenant des actions majeures. Autrement dit, je dirais une espèce de résumé de leur bataille à eux, avec les meilleures actions pour nous aider aussi, pour nous donner quelques indices de tactique qu'on pourrait utiliser nous-mêmes. Alors cette fois-ci, donc on a toujours Yann et Eve qui jouent ce plan de bataille. Yann qui a choisi la destruction, Eve bien sûr l'ordre. Pour Yann, il a choisi comme option les éventreurs et les embrocheurs, et Eve qui a choisi pour l'ordre les vigileurs et les griffdogs. Donc ils ont suivi les règles bien évidemment, pas de souci là-dessus. Là on est sur le tour numéro 1 de l'ordre, Eve qui va placer ses vigileurs entre 2 pièces de décor pour bloquer le chemin direct vers un objectif. En fait, on rappelle qu'au niveau du déploiement, l'ordre est au centre. On a un objectif au centre et des objectifs sur les côtés. Pour bloquer une partie du terrain, avec deux terrains qui sont positionnés, pour bloquer le terrain et obliger son adversaire à faire un détour, en fait, Eve va venir
positionner son unité de vigileur entre les deux terrains pour obliger son adversaire à faire le tour des terrains pour qu'il ne se rende pas en mêlée. Rappelez-vous, si vous êtes à moins de 3 pouces d'une unité, derrière, hop, vous vous retrouvez très facilement en mêlée. Le tour de l'ordre numéro 2 aussi fait partie donc de ces actions majeures. On a les éventreurs et les griffes-dogs. Les griffes-dogs d'Eve donc engagent les éventreurs, ils ont l'aptitude attaque au passage. Mais Eve en fait préfère les garder engagés dans le combat pour essayer d'empêcher les éventreurs d'avancer sur un objectif. Normalement, avec attaque au passage, les griffes-dogs peuvent attaquer et se retirer, ou attaquer et poursuivre leur chemin de 9 pouces, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, pour éviter, en fait, pour essayer de garder les objectifs à sa disposition et pour bloquer l'unité d'éventreurs, en fait, elle ne va pas les faire attaquer au passage, elle va les laisser en contact, quitte au tour suivant à perdre ses griffes-dogs, mais au moins, elle les aura bloqués un tour de plus et aura sauvegardé quelques points potentiellement sur les objectifs. Ensuite, pour le tour de la destruction numéro 3. On retrouve nos éventreurs, on retrouve nos griffes-dogs, et puis on a là un objectif. Yann conteste donc un objectif avec son Slogoth des marais, on le voit ici, et son chaman fongoïde ici. Et plutôt que de soutenir les éventreurs qui sont à proximité, ils vont en fait, il va préférer subir des pertes, donc il va préférer perdre une partie de ses éventreurs, mais gagner des points sur l'objectif, en l'occurrence ici, potentiellement d'après ce qu'ils nous disent 3 points, donc ça veut dire qu'il avait plus d'objectifs que son adversaire, il en détenait au moins 2, donc ce qui lui a amené le point pour un objectif, un deuxième point parce qu'il a 2 objectifs ou plus, et le troisième point parce qu'il a plus d'objectifs que son adversaire. Donc il a préféré garder cet objectif, plutôt que de défendre ses éventreurs contre les griffes-dogs, en chargeant avec ces 2 autres figurines-là, pour gagner des points et ainsi potentiellement s'assurer la victoire. Il faut parfois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que simplement il faut parfois peut-être sacrifier quelques unités, sacrifier quelques personnages pour s'offrir la possibilité de gagner des points de victoire et ainsi gagner la bataille. C'est un peu ce que fait ici Eve à l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que d'aller attaquer et passer pour aller se protéger ou quoi que ce soit, elle préfère rester en contact pour essayer de sauvegarder des objectifs. Là c'est pareil, on va malheureusement laisser se faire massacrer les éventreurs pour tenter de gagner l'objectif et gagner plus de points. Dernier point, c'est le tour de la destruction numéro 4, on a les archers lune clan et les fanatiques. Elle sait que les fanatiques sont cachés dans l'unité d'archers. Donc Yann profite de sa prudence pour la bloquer en déplaçant les archers sur son chemin et elle doit allonger son trajet pour les contourner. Ça veut dire quoi ? Là pareil, donc en mettant les archers donc en première ligne, Yann lui il a pu donc entre guillemets protéger ses fanatiques qui vont lui permettre derrière de pouvoir attaquer, etc. etc. Voilà, tout cela, ce sont des tactiques qui sont à prendre en compte dans notre connaissance du jeu pour que nous puissions derrière nous en servir pour développer notre aspect de connaissance, d'amélioration de la tactique, évidemment, pour pouvoir plus facilement demain battre n'importe quel adversaire. Voilà, j'espère que toutes ces explications auront été assez claires, j'espère que ces différentes règles vous auront plu aussi, vous auront donné envie de tenter de nouvelles parties. Moi en tout cas je suis très content que vous soyez là, que vous continuiez à me suivre sur la chaîne, sur Facebook, sur Insta, etc. Je vous remercie pour tout ça. Et puis en attendant la prochaine vidéo de découverte du fascicule prochain numéro 47, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et puis je vous dis surtout à très très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien
collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.